À tous, merci de nous retrouver à l'heure pour les webinaires French Morning. Tous les mardis, on vous donne rendez-vous à 17h heure de Londres. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones à Londres. Le sujet d'aujourd'hui, avec Manuel Ravier, on va vous parler d'investir dans l'immobilier locatif en France depuis Londres. Alors, Manuel a l'habitude d'intervenir chez nous puisqu'il a créé sa société en 2014. Il est le fondateur et directeur général d'investissementlocatif.com. À titre personnel, il a un beau palmarès puisqu'il a investi dans plus de 150 lots à titre personnel de bureaux, d'immeubles, d'appartements pour une valeur estimée de plus de 20 millions d'euros. Et il intervient assez régulièrement depuis quelques années maintenant chez nous pour partager son expertise du marché immobilier français et puis transmettre des bonnes pratiques sur les financements, la fiscalité et tous les petits sujets qu'on a l'habitude d'avoir quand on veut investir dans l'immobilier, dans la pierre en France. Donc, il a créé, comme je disais, en 2014 avec Michael Zonta, investissementlocatif.com, société qui a fait investir plus de 350 millions d'euros aujourd'hui et qui compte plus de 200 collaborateurs. Donc, une belle réussite. Et la clientèle expatriée représente une très, très belle partie de leurs clients puisqu'ils proposent des solutions clés en main pour les expatriés, qui est souvent très pratique. Alors, vous êtes un peu près de 200 à avoir pris un ticket pour la conférence. Donc, pour ceux qui connaissent le concept, on va avoir à peu près 20-30 minutes de présentation juste pour vous donner un maximum d'informations pertinentes. Et puis après, vous levez la main si vous êtes sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook, vous posez vos questions dans le chat. Et puis, je pose tout de suite la question à Manuel. Et puis, pour les plus téméraires, vous levez la main parce que vous savez qu'on peut vous entendre en audio. Et donc là, la webcam ne s'affiche pas, votre nom de famille ne s'affiche pas. Donc, vous posez vos questions en toute discrétion sur Zoom. Et c'est toujours sympa d'entendre votre voix. Je vais tout de suite donner la parole à Manuel qui va nous faire un point sur le marché immobilier en France. Et puis, je reviendrai pour les questions. Bonjour Manu. Bonjour Romain et merci pour l'introduction. Je suis très content déjà d'être avec vous tous. J'espère que vous me poserez toutes les questions possibles et tout ce qui peut vous intéresser. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur le marché de l'immobilier en France. Comme l'a dit Romain, je vais très rapidement me représenter. Je suis cofondateur avec mon associé Michael Zonta, donc de la société Investissement Locatif, donc le site investissement-locatif.com. On a créé ce service il y a de ça une dizaine d'années. L'objectif, quand on a créé ce service, c'était de pouvoir aider les gens qui souhaitaient investir dans l'immobilier et qui n'avaient pas ni le temps ou qui n'avaient pas l'expertise de le faire. Et naturellement, on a 70% de notre clientèle qui est résidente fiscale en France, mais on a également 30% de notre clientèle qui est non résidente, puisque ça répond à un vrai besoin quand on est à distance. On a des clients, pour vous dire, qui investissent même depuis l'autre bout du monde avec des forts décalages horaires jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà, pour vous donner un exemple de ce qui est possible de faire avec nous, puisque tout est 100% délégué. On a commencé à 2 sur un coin de bureau et on est super fiers de notre équipe. On est à peu près 200 répartis sur le territoire français, dans une vingtaine d'implantations régionales, notamment dans les grandes villes et en périphérie de grandes villes. On travaille sur Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Cannes, la Bretagne, enfin voilà, Lille. On couvre à peu près toute la France. On a livré plus de 2500 projets au cours de ces 10 années. Donc, on a une vraie expérience de terrain. Voilà, je vous fais apparaître très rapidement, pour ceux que ça intéresse, les villes qui sont couvertes. Je suis d'ailleurs pas sûr que la carte soit tout à fait à jour. Je pense qu'on a déployé des nouvelles depuis. On continue de s'étendre, donc ne pas hésiter à nous solliciter si vous avez des villes cibles en particulier. Cette conférence, l'objectif, c'est qu'on puisse échanger sur le contexte de marché, qu'on puisse parler également des DPE, passoires thermiques, qui est un vrai sujet aujourd'hui en France, et qu'on essaye surtout de voir comment l'actualité peut présenter des opportunités pour vous qui êtes en UK ou qui êtes ailleurs d'ailleurs, puisqu'on va couvrir le sujet dans tous les cas. Et on va voir quels sont les produits qui sont, selon moi, les plus intéressants en 2022 et 2023, et donc dans quel type de biens se positionner et pourquoi. Alors, en 1, on va essayer de rebalayer le contexte du marché immobilier français.
Donc, bon, ce n'est pas pour être dans la déprime, ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses, mais il y a un contexte de marasme économique quand même qu'on ne peut pas occulter. D'ailleurs, je sais que c'est pareil en Angleterre avec un décrochage de la livre. L'euro a décroché aussi face au dollar. On a eu successivement la crise Covid avec un arrêt du tourisme qui a beaucoup pénalisé Paris notamment, qui est une ville extrêmement touristique. On a eu un peu moins d'effets dans d'autres villes de France. En tout cas, dans les villes où on accompagne nos clients sur la partie, encore une fois, rendement locatif derrière. À Paris, pendant le Covid, on a eu beaucoup d'appartements qui se sont libérés, puisqu'on avait même des gens en long terme, en location long terme, en meublé, qui se sont dit que comme tout était fermé à Paris, on avait une capitale, une ville chère, puisque le coût de la vie est élevé à Paris pour la France en tout cas, et des gens qui étaient dans des petites surfaces, qui payaient cher et qui ne bénéficiaient plus de l'attractivité finalement de la capitale. Les bars étaient fermés, on ne pouvait plus sortir, la culture était fermée, les relations sociales étaient bloquées. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que beaucoup de jeunes actifs ou même d'étudiants sont retournés en province chez leurs parents, ont libéré des appartements. Ça, c'est le premier effet. Le second effet, ça a été l'effet des voyageurs qui n'étaient pas là, donc des appartements en location courte durée qui étaient vides. Et donc, les propriétaires qui avaient besoin de rembourser crédit les ont remis sur la location longue durée. Donc, tout ça pour vous dire qu'on avait plus d'offres, moins de demandes. Et donc, on a eu quelques mois un petit peu difficiles sur la location. Depuis, je vous en parle parce que ça a très, très bien repris. Le tourisme a fortement repris. Les gens sont revenus à Paris maintenant depuis longtemps, je pense depuis une bonne grosse année. Et on a un parc qui est de location pour nos clients, puisqu'on fait aussi la gestion locative qui est totalement plein, avec 1500 logements qui sont actuellement sous gestion chez nous. Donc, on a une bonne vision du marché aussi de la location. Et on va plutôt vers un marché de la location avec la hausse des taux, dont on va parler après, qui est non pas seulement dynamique, mais qui au contraire, on manque d'offres. Donc là, les personnes qui détiennent des biens vont pouvoir augmenter leur loyer, donc c'est indexé sur l'indice IRL avec une limite de revalorisation à 3,5% par an. C'est quand même 3,5% d'augmentation possible des loyers pour les appartements qui sont déjà loués chaque année. Et on va vers un parc locatif qui est plein, puisqu'on a d'autres effets qui vont se conjuguer, dont je vais parler pendant la conférence. Ce qu'il faut retenir, c'est que la demande locative est extrêmement forte et même plus forte qu'avant la crise du Covid. On a eu des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Ça a impacté notamment, puisque nous, dans notre activité, donc on chasse les biens, on suit la rénovation pour le compte de nos clients, on les meuble, on les décore et on les met en location. Donc là, sur la partie travaux, on a une inflation assez forte des matières premières sur les travaux. Et ça, vous l'avez probablement déjà vu parce que c'est le cas partout dans le monde. On a une inflation qui est très forte. Et donc, on a cet effet-là qui fait que le prix des travaux a tendance à fortement augmenter sur le marché français quand on rénove les biens. Mais également, on a beaucoup de produits qui sont manquants puisqu'il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement à cause notamment des confinements, enfin en tout cas des problématiques chinoises d'approvisionnement où ils ont confiné certaines zones et ce qui a perturbé le côté logistique au niveau mondial. Dans le contexte, ce qui s'est additionné à ça, qui est arrivé après le Covid, c'est la forte inflation que vous vivez aussi, puisque ça, ce n'est pas localisé en France, mais ça touche le monde entier. Là-dessus, la France a plutôt des bons chiffres, c'est-à-dire que l'inflation est plutôt maîtrisée pour une raison, en vérité, qui est assez simple, puisqu'on est à environ 6% d'inflation en septembre sur un an. Mais en réalité, c'est totalement biaisé puisque l'énergie est sponsorisée, subventionnée par l'État en France, ce qui est un petit peu moins le cas dans d'autres pays européens, peut-être aussi en UK. Donc, en fait, on nous dit que les prix n'augmentent pas trop, mais parce que derrière, au niveau de l'État, on subventionne les tarifs du gaz avec des plafonnements et une hausse limitée du gaz et de l'électricité. On le voit aussi, on a un effet hausse des taux, donc hausse des taux d'emprunt qui est pareil, ce n'est pas localisé en France. Pour vous dire où on en est aujourd'hui sur les taux d'emprunt, donc on a une petite problématique en France peut-être qui est différente de ce qui peut se passer ailleurs à l'étranger, c'est qu'on a un taux d'usure, c'est-à-dire qu'on a une limitation de ce que les banques peuvent faire en termes de prêts immobiliers. Elles n'ont pas le droit de prêter à des particuliers au-delà d'un certain montant. Ce montant, il va être revalorisé au 1er octobre. En fait, tous les acteurs du financement militent pour que la hausse du taux d'usure soit plus forte. Pourquoi ? Pour que les gens puissent emprunter. Parce que vous comprenez bien que si la banque n'est pas rentable à prêter à 2,5%, assurance incluse, eh bien, elle ne prêtera pas d'argent. C'est ce qui se passe. Et donc, elle préfère ne pas prêter plutôt que de prêter à un taux où elle va perdre de l'argent tout simplement. C'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui avec des défauts de financement qui ont quand même augmenté. Les courtiers en crédit immobilier sont allés jusqu'à manifester
devant la Banque de France la semaine dernière pour justement militer sur la hausse plus forte du taux d'usure. Il va être revalorisé a priori fortement, donc je pense qu'on va passer de 2,57, je n'ai pas de boule de cristal, mais au moins à 3% à partir du 1er octobre, ce qui devrait resolvabiliser et permettre aux emprunteurs d'emprunter à nouveau auprès des banques et donc de refluidifier le marché du crédit immobilier. Les questions, je vois qu'il y a des questions, mais je ne vois pas ce qui est écrit, donc je te laisse, Romain, me les soumettre si tu juges que c'est le moment. Ça marche. Voilà. Donc c'est un contexte avec énormément de choses différentes et d'effets qui pèsent dans un sens ou dans l'autre. Et on a encore une autre actualité qui est assez importante, qui est celle des passoires énergétiques. On va en parler dans la deuxième partie. Voilà, je vous ai partagé juste les indices d'inflation en France. On est à peu près à 6% en septembre sur un an. C'est moins, encore une fois, mais bon, il faut relativiser. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'avec une évolution justement des taux d'emprunt où on est à 2,5%, premier constat, on voit que le taux d'emprunt, et on emprunte en France à taux fixe, je le rappelle, ce qui est hyper intéressant, puisque ce n'est pas du taux variable, à environ 2,5% assurance incluse sur 20 ans, on est nettement en dessous de l'inflation. On va revaloriser les loyers. Donc là, le gouvernement, c'est jamais facile en France, il est très interventionniste pour ne pas que les bailleurs augmentent leur loyer de manière trop importante et que les locataires soient en difficulté encore plus. On a un blocage de la revalorisation des loyers à 3,5%, ce qui est quand même intéressant déjà, puisque on emprunte à taux fixe à 2,5% et on a une revalorisation cette année en tout cas à 3,5% potentiel des loyers. On voit qu'on s'enrichit toujours en période d'inflation en achetant des actifs qui rapportent et en achetant de l'immobilier. Le deuxième sujet que je voulais aborder, qui est un sujet, qui a une actualité assez importante en France, c'est que le gouvernement s'est mis en tête, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, de réformer le DPE. Le DPE, c'est quoi? C'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est un diagnostic qui était déjà obligatoire pour toutes les annonces de vente ou de location. Mais en fait, le système de calcul des DPE a totalement changé. Donc, on avait un système de lettres avec un système d'estimation de consommation. Et en fait, le système a été complètement refondu. Donc, je ne parlerai même pas de celui d'avant. Aujourd'hui, ce système, il est devenu obligatoire. Le DPE était déjà obligatoire, mais on pouvait avoir des DPE vierges. Ce n'est plus le cas. Et à partir de l'année prochaine, on commence à avoir des effets qui peuvent être très contraignants pour l'investisseur locatif, notamment parce que les passoires thermiques, donc les logements qui sont les plus consommateurs de ressources et les plus émetteurs de gaz à effet de serre, vont être interdits à la location, en tout cas interdits si on ne fait pas de travaux. Donc, comme je dis toujours, ce n'est pas une fatalité d'avoir une passoire thermique, c'est un état temporaire, puisque n'importe quelle passoire thermique, a priori, n'importe quel logement ou immeuble qui aujourd'hui n'est pas efficient au niveau énergétique, qui consomme beaucoup parce qu'il est mal isolé, en tant que bailleur, vous avez la possibilité de réaliser des travaux pour le rendre efficient. Et donc, pour passer d'une lettre, par exemple, G à une lettre D, puisque c'est la lettre qu'on va viser pour la partie location, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Vous avez la possibilité aujourd'hui de réaliser des travaux et même éventuellement d'avoir des subventions de la part de l'État. Donc, voilà, petit calendrier sur la partie DPE que je vous partage. Donc, on va avoir des interdictions à partir de 2023 sur la location de logements qui dépassent un certain type de consommation, donc les logements très énergivores. L'objectif pour l'État, c'est de dire tous les logements qui sont déjà loués et qui ont une mauvaise note, donc qui sont des passoires thermiques, ils sont loués, on ne va pas mettre dehors les locataires. En revanche, on a des blocages, on ne peut plus réévaluer les loyers sur ces types de logements si on ne fait pas de travaux de rénovation pour avoir une meilleure lettre. Et les logements qui se libèrent, on n'a pas le droit de les relouer, sous-entendu, sans faire les travaux nécessaires. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que ça peut être une opportunité. En tout cas, c'est ce que nous, on pense, surtout si vous faites de l'investissement locatif avec travaux, ce que nous, par exemple, on propose. Pourquoi? Parce que vous allez acheter un bien qui va être potentiellement une passoire thermique. On va bien évidemment, lors de l'achat, et si vous le faites tout seul, c'est ce que je vous invite à faire, chiffrer les travaux nécessaires, donc les travaux de rénovation globaux, ce qu'on aurait déjà fait avant, éventuellement de la plomberie, de l'électricité, avec une mise aux normes électriques, refaire les planchers, faire de la cosmétique, refaire le plan. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Investissement Locatif depuis 10 ans. Donc, on refait des travaux lourds. De toute façon, on le faisait en règle générale déjà, de manière à moderniser les biens. Mais maintenant, en plus, vous allez prendre en compte cet aspect énergétique pour dire mon logement,
que je vais acheter aujourd'hui ou mon appartement, mon immeuble, il a aujourd'hui une mauvaise note, vous allez avoir justement le DPE, le fameux DPE, la fiche technique. Et dans cette fiche technique, ce DPE, le diagnostiqueur va vous dire voici les travaux à réaliser pour passer de la lettre D, par exemple, à la lettre G, par exemple, pardon, à la lettre D. Donc voilà, l'objectif, c'est quoi et pourquoi c'est intéressant et c'est une opportunité? Parce que si vous achetez aujourd'hui pour mettre en location et que vous avez prévu de faire des travaux, ces travaux de rénovation vont passer finalement dans le prêt. Et dès le départ, vous allez créer de la valeur parce que vous allez avoir un bien qui va répondre aux dernières normes et elle ne devrait pas changer dans les 20, 30 prochaines années, parce que là, elles sont déjà assez drastiques. Donc, on pense qu'avec ce nouveau système de DPE, bon, déjà, on parle d'énormément de logements qui sont concernés. La FNAIM, donc la Fédération des agents immobiliers en France, la plus connue, a estimé à 7 millions le volume de passoires thermiques de logements qui vont être concernés justement par ces interdictions dans les prochaines années. Donc, c'est considérable, ce qui fait que ça va encore une fois enlever des logements du parc locatif, puisque si ces logements ont interdiction d'être loués, tous les propriétaires n'ont peut-être pas les moyens de faire les travaux. Donc, ça va retirer de l'offre à une période où on manque déjà d'offres. Donc, on comprend que, en tout cas, sur l'aspect demande, si vous avez des biens en locatif, vous allez louer de façon très simple. Donc, on peut se dire que les prix de la location vont continuer de monter, ce qui est intéressant pour vous en tant qu'investisseur. Et on peut aussi se dire qu'on va avoir des opportunités des côtés, puisqu'on va pouvoir saisir des opportunités de type passoire thermique et que si on est en mesure de faire des travaux de qualité, si on maîtrise justement ces travaux-là et si on peut emprunter pour le faire, c'est une énorme opportunité puisqu'il va y avoir un transfert de richesse entre les gens qui ont aujourd'hui des biens et qui n'ont peut-être pas les moyens, malheureusement pour eux, de les rénover pour respecter les dernières normes et les gens qui vont pouvoir se positionner à l'achat à ce moment-là, emprunter ou acheter cash ou en partie et pouvoir récupérer des biens à la priori vétustes, les remettre dans le circuit et disposer d'actifs qui se valorisent. Manuel, oui. Est-ce que tu peux confirmer, on a une question d'Hélène qui demande si les subventions pour les travaux d'amélioration sont accessibles aux non-résidents. Tu peux confirmer? Oui, alors les subventions vont être accessibles aux non-résidents, mais en revanche, les subventions MaPrimeRénov' sont basées sur le niveau de revenu. Et donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on a des revenus qui sont élevés, les subventions peuvent être, ça dépend du type de travaux, là je parle en règle générale, mais sur un appartement, les subventions peuvent être très faibles et ne pas forcément valoir la peine, si c'est pour avoir quelques centaines d'euros et qu'il faut perdre beaucoup de temps dans des dossiers, de monter le dossier. En revanche, on s'intéresse actuellement chez nous à d'autres types de dispositifs. On espère bientôt pouvoir accompagner nos clients sur des dispositifs très, très intéressants dans certaines villes de France qui sont liés à de la rénovation lourde de cœur de ville. Et là, on parle de prise en charge de travaux, quasiment je ne vais pas vous faire rêver tes auditeurs, mais on peut monter à 70 à 90% de prise en charge du budget travaux total. Donc, c'est une grosse opportunité, mais c'est très compliqué de maîtriser ces types de subventions qui sont délivrés par Action Logement, par l'ANA. C'est un peu un parcours du combattant et on est en train justement de bosser là-dessus. Donc, je te le dis en prime, Romain, mais on aura, je pense, des choses intéressantes là-dessus. Et ça peut justement faire la transition sur le sujet des villes où investir. Je ne sais pas s'il y a peut-être une question. Ouais. Juste avant, on peut peut-être prendre la question de Stéphanie et puis après on enchaîne. Est-ce qu'on peut négocier à la baisse le prix d'un appartement qui a un pauvre DPE? Oui, alors justement, c'est pour ça que je parle d'opportunité, c'est que le marché a un petit peu évolué, notamment dans certaines villes. On arrive à faire des négociations pour nos clients sur les achats, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on tombait sur des biens qui étaient à un très bon prix. On allait dire à notre client, dépêchez-vous d'acheter. Et c'est encore le cas sur les très, très bonnes offres, évidemment. Mais on lui disait, dépêchez-vous d'acheter parce que rien ne se négocie. Il y a tellement d'acheteurs sur le marché. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le crédit immobilier et avec le contexte économique, on voit que les prix continuent de monter dans la plupart des villes de France. Les prix stagnent, voire s'orienter très légèrement à la baisse. À Paris, par exemple, on est à moins 3% sur 2 ans. Donc pour moi, c'est un marché qui est flat. Moins 3%, on ne peut pas dire que c'est non plus une baisse très forte. En revanche, on arrive sur certains biens où on a nécessité de travaux, sur certains biens où le vendeur a eu peut-être des défauts de financement parce qu'il a signé un compromis, qu'au final, l'acquéreur a eu un refus de prêt. On arrive à ce moment-là à faire des négociations, ce qu'on ne voyait pas avant, des négociations qui peuvent être parfois significatives. Donc, effectivement, Hélène, c'est clairement un sujet. On peut saisir des opportunités grâce au DPE. C'est un argument de négociation supplémentaire. Ça, c'était la question de Stéphanie, mais on est bon.
C'est parti, on peut continuer. Donc, ensuite, la question qu'on se pose, c'est dans quelle ville investir. Je vous ai mis quelques petits exemples récents et concrets de ce qui est faisable aujourd'hui selon les zones géographiques. Donc là, c'est un bien qui a été rénové. Donc, on est dans l'hypercentre de Paris, on est dans le 2e arrondissement. Donc, c'est un arrondissement très cher de Paris. On est capable de faire des biens qui sont moins chers que ça. Si on va, enfin, en gros, dans Paris, on a 3 types de secteurs. On va avoir les secteurs hyper patrimoniaux et très chers à l'achat. On nous le demande, certains clients nous le demandent, parce qu'ils pensent que dans ces secteurs-là, ils auront toujours une très, très, très forte liquidité. Et je pense qu'ils ont raison et que ça va continuer de se valoriser. C'est leur pari. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Paris 2e, par exemple, c'est un secteur qui est cher à l'achat, mais qui est très demandé parce que très central. On va avoir dans les secteurs intéressants, attractifs, mais encore une fois, avec des prix d'achat élevés, on va avoir Paris 6e, Paris 7e, où on fait des projets. On va avoir Paris 1er, où on a fait un projet génial à côté de Pyramide récemment. On va avoir le 16e arrondissement, le 8e. Voilà, donc on va avoir des quartiers très chers. Ensuite, on va aller sur des quartiers un petit peu moins chers, où on peut avoir des affaires plus intéressantes en termes de prix d'entrée, en tout cas, qui vont être, par exemple, 10e, 11e, 12e, donc peut-être un peu moins centraux. Et ensuite, on va aller sur des arrondissements où on aura plus de rendement et qui peuvent être, par exemple, 18, 19 et 20e arrondissement, où là, c'est un peu plus populaire. Dans ces zones-là, on va choisir les rues. Donc, c'est important de bien connaître parce que d'une rue à l'autre, dans le 18e arrondissement, on peut avoir des rues où on n'ira pas. Même si on a une très bonne affaire, on dira à notre client, le prix est bon, mais on vous déconseille d'y aller parce qu'il y a un contexte de sécurité qui n'est pas idéal. Je pense notamment aux portes à certains endroits dans Paris. Voilà, ça, c'est la connaissance du marché local. Et on peut vous accompagner sur des projets qui vont être des projets patrimoniaux sur Paris avec quelque chose qui peut être intéressant aussi et que le client n'a pas forcément exploité sur ce projet-là, c'est la location mid-terme. On peut, sur de la moyenne durée, la location de plusieurs mois, parce que la courte durée est très encadrée à Paris, donc vous ne pourrez pas en faire globalement, il faut garder ça en tête. Mais sur de la location moyenne durée, on est capable de multiplier, d'augmenter considérablement le rendement avec des gens qui vont rester 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6, 7 mois. Donc ça, c'est un premier exemple patrimonial. On est capable de faire des choses très différentes aujourd'hui puisqu'on est en présence d'une vingtaine de villes. Donc là, à Marseille, on est capable d'aller sur des colocations. On est capable d'aller sur des T2 aussi, mais sur de la colocation dans des secteurs qui peuvent être très valorisés, on est capable d'aller chercher au-delà de 7% de rendement. On est au-delà de l'autofinancement, ce qui veut dire que vous mettez un apport. La banque va quand même vous demander un apport, mais vous allez être en cash flow positif chaque mois. Le loyer encaissé va être supérieur au crédit sans apport. Mais là, en plus, la banque, en tant que non-résident, vous demandera de mettre minimum 30% d'apport globalement. On pourra parler du financement si j'ai des questions. Et donc, vous aurez chaque mois un cash flow qui va se dégager, donc de l'argent qui va rester en plus après avoir remboursé le crédit. Ce qui vous permettra éventuellement de faire d'autres opérations et de montrer à la banque que c'est rentable. Donc, dans Marseille, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'en plus, beaucoup de nos clients aujourd'hui font de la courte durée, puisqu'on a le droit à Marseille, contrairement à Paris, de faire de la courte durée. Il y a des conditions à respecter, mais de faire de la courte durée sur un bien par personne si on le détient en direct. Ce n'est pas valable si vous le détenez à travers une société type SCI ou SAS, par exemple, mais si vous le détenez en direct et que vous en avez un en courte durée, vous êtes autorisé à le faire. La courte durée aujourd'hui à Marseille, ça va vous permettre de faire exploser le rendement. Et là, sur un exemple comme ça, c'est une coloc, mais on pourrait dépasser largement les 10% sur ce type de bien. Donc, on commence à être sur des projets très rentables, en sachant que c'est une ville où les prix sont encore accessibles à l'achat et où on pense que ça va continuer de se valoriser dans les prochaines années, puisqu'on a beaucoup de Parisiens depuis le Covid qui ont emménagé à Marseille, ce qui fait naturellement monter les prix, comme on l'a vécu il y a quelques années à Bordeaux. Je vous ai mis un autre exemple sur un autre type de produit cette fois-ci. On est capable d'aller aussi sur des produits de type immeuble. Donc, un immeuble de rapport, c'est quoi? C'est un bâtiment entier. Ça peut faire peur. On se dit, je vais acheter un immeuble entier et je ne savais pas que c'était possible. En fait, en vérité, ça peut commencer à 2-3 lots. Donc, on peut avoir 2-3 appartements dans un immeuble et on peut commencer sur des tickets qui sont relativement accessibles, j'allais dire faibles, mais ça reste beaucoup d'argent évidemment. Donc, c'est un ticket qui est plus élevé qu'un appartement, mais j'ai fait par exemple investir ma sœur en dessous de 400 000 € en périphérie de Lille sur un projet où elle a 4 appartements qui sont déjà loués. On a rénové 4 appartements, on a rénové les parties communes, on vérifie la toiture, on vérifie la façade pour que vous soyez tranquille sur les prochaines années. Et vous avez un bâtiment entier qui vous appartient. Et c'est intéressant puisque vous n'êtes pas en copropriété. Donc, vous n'avez pas besoin de payer un syndic
Et également, vous faites ce que vous voulez dans votre immeuble, puisque vous en êtes le seul propriétaire. Vous pouvez faire les travaux que vous voulez et vous avez une latitude plus grande, en sachant qu'en plus, vous avez la possibilité… Alors, soyez toujours très attentif à ça lors de l'acquisition, si vous le faites tout seul. Mais nous, on va vérifier que vous avez bien un compteur par appartement et que vous avez la possibilité demain, si vous le souhaitez, de revendre appartement par appartement. Ça peut être intéressant. Si à un moment, vous vous dites, je fais une mise en copropriété, ça veut dire que concrètement, vous faites passer un géomètre. Bon, il y a des démarches, bien évidemment, à faire, mais vous mettez l'immeuble en copropriété, vous décidez de vendre certains lots uniquement et de conserver les autres, ce qui vous permet de récupérer du cash que vous pourrez peut-être redéployer sur d'autres opérations immobilières. Faire les bons choix. Donc, la question, c'est où investir aujourd'hui, fin 2022 et pour 2023 et quels sont les régimes peut-être fiscaux, parce que souvent on parle de fiscalité, à adopter, comment ça se passe selon les pays dans lesquels vous vivez aussi, puisqu'il peut y avoir des sujets fiscaux entre les pays avec des conventions fiscales qui sont signées entre les pays. On pourra en parler peut-être un petit peu plus dans les questions après. La question qu'on me pose souvent, on me dit Manuel, mais dans quelle ville aujourd'hui, toi tu miserais, dans quelle ville il faut que j'investisse? Est-ce que c'est plutôt les grandes villes parce que vous parlez parfois de Paris, ou est-ce que je peux aller dans des villes plus petites pour avoir plus de rendement? Nous, aujourd'hui, le conseil qu'on donne à nos clients, c'est en tout cas de rester dans des zones sur lesquelles vous allez avoir de la liquidité. Je ne vous conseillerais pas d'aller chercher un 25% de rendement dans la Creuse. Je grossis le trait volontairement. C'est une très belle région, la Creuse, je ne sais pas pour critiquer. Mais si on est dans une région où on a beaucoup de biens qui sont vacants, une région, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de campagnes françaises, où la population vieillit et n'est pas forcément remplacée parce que tous les jeunes vont avoir tendance à aller dans les grandes villes pour trouver du travail, on se retrouve avec des biens vacants, avec une population qui devient de plus en plus âgée, qui n'est pas forcément remplacée, qui décroît. Et demain, on peut se dire que vous allez avoir des biens, certes, que vous ne payez pas cher à l'achat, mais finalement, ça va être invendable, en fait, invendable, inlouable dans certaines régions de France. Il faut être très attentif à ça. Donc, nous, dans la stratégie qu'on conseille à nos clients, c'est de rester sur des villes qui sont dynamiques au niveau population, au niveau de la démographie. Et ça, vous pouvez le constater, l'INSEE partage des chiffres là-dessus. Donc, nous, c'est des choses qu'on analyse chez Investissement Locatif pour vous, bien évidemment. Des zones où on va avoir une tension locative qui va être intéressante et des zones où, évidemment, demain, vous pourrez revendre facilement puisqu'il y aura de la demande, encore une fois, en restant dans des centres économiques. Donc, on est capable d'aller, en respectant ces critères-là, dans à peu près toutes les grandes villes françaises. Et si vous voulez plus de rendement, ce qui souvent nous est demandé, on a plusieurs types de clients, des clients qui nous demandent des placements très centraux, très patrimoniaux, et puis d'autres clients qui nous disent moi c'est bien Paris, mais avoir 4% de rendement, ce n'est pas assez puisque je vais devoir compléter chaque mois ou mettre plus d'apport. Ce qu'on est en mesure de faire dans ces cas-là, c'est de s'éloigner du centre-ville. Par exemple, dans Paris, on va sortir de Paris intramuros pour les clients qui nous le demandent, et on va être capable d'aller vous faire bénéficier du dynamisme de la région avec les projets du Grand Paris, par exemple, et d'aller dans des villes qui vont être à proximité et qui vont se valoriser. Et elles ont beaucoup augmenté dans la période Covid, notamment, puisqu'on a eu des Parisiens qui quittaient Paris pour avoir plus de surface, pour avoir éventuellement un petit jardin. Donc, ces villes-là, on les a identifiées, on est capable de vous y emmener et d'être, par exemple, je prends un exemple, parce qu'on communique souvent sur Melun, parce qu'on y a des bureaux, mais évidemment, on n'est pas restreint à Melun. On fait le 77, 91, 92, 78, donc on travaille tout le pourtour tout autour de Paris, pardon. Mais par exemple, Melun, qui est une ville qu'on connaît bien, on a des bureaux investissement locatif, on est à 25 minutes de Gare de Lyon en train, donc c'est très facile d'accès et on a des rendements qui sont nettement supérieurs à Paris. Pas le même aspect patrimonial évidemment, mais ça reste intéressant et on a un très bon track record également sur ces zones-là puisqu'on gère les biens, donc on sait ce qui se loue et on sait à quel prix ça se loue. Et ça, c'est important de ne pas simplement inventer un niveau de loyer. Les loyers qu'on va vous annoncer, c'est des loyers qu'on maîtrise à la sortie. Manu, j'en profite. Ouais. Tu n'as pas de visibilité sur Menton par hasard? Sur Menton? Oui. Philippe Non. nous dit que la population étant âgée, est-ce que c'est encore un bon moment pour investir? Menton, pour être tout à fait honnête, Philippe, nous n'y travaillons pas pour l'instant et je ne connais pas. Donc, je peux pas. Mais si c'est le cas d'une ville où on a une population qui est âgée, il faut, à mon sens, être prudent et essayer à chaque fois, de toute façon, de regarder sur l'INSEE. Vous tapez INSEE Menton, Philippe, et vous allez voir un petit peu comment ça évolue. Et regardez aussi les variables économiques, le nombre d'entreprises, est-ce qu'on a un dynamisme économique?
Après, bon, il peut y avoir d'autres atouts. Quand on est sur des villes qui peuvent être côtières, évidemment, on peut avoir une population parfois un peu plus âgée, mais on a un dynamisme économique, un dynamisme démographique, puisque les gens viennent s'y installer. Et donc là, ça peut être intéressant. Donc il faut en tout cas avoir une stratégie. Peut-être la seule chose, Philippe, c'est que dans des villes qui peuvent être côtières, il faut quand même être prudent aujourd'hui quand on investit avec des objectifs de location de vacances, puisque le point, c'est qu'on a encore des endroits où on peut louer en Airbnb sans trop d'encadrement, mais la tendance est quand même une lourde tendance à l'encadrement du Airbnb. Et donc, on voit qu'il y a des zones où on pensait, et je pense notamment à Nice, on pouvait investir et exploiter en Airbnb. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Et les municipalités vont essayer c'est la tendance, comme c'est le cas à Paris, de restreindre ça pour laisser les habitants à l'année pouvoir profiter du centre-ville. Manuel, j'en profite aussi juste pour une dernière question et puis après on continue. Sandra nous avait demandé que c'est un peu compliqué de se faire financer, mais quand on est au UK aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions et as-tu peut-être des courtiers spécialisés? C'était la question de Sandra. Ouais. Alors nous, encore une fois, on a une partie importante de notre clientèle qui est non résidente, donc on connaît bien les difficultés de la partie financement d'expat. Elles ne sont pas nouvelles. Est-ce qu'elles sont encore plus fortes aujourd'hui? La réponse est oui, mais on peut trouver des solutions. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les banques vont vous demander de l'apport ou de la contrepartie. Donc, elles ne vont pas forcément vous demander de mobiliser l'argent directement dans l'opération et de le bloquer dedans, donc de ne pas mettre tout en apport, mais elles peuvent vous dire, par exemple, je veux que vous puissiez faire un placement chez moi qui va être nanti. Elles aiment beaucoup faire ça. Donc, vous allez concrètement, par exemple, je fais un exemple tout bête, sur un projet à 200 000 euros, elles vont vous demander d'être en mesure de mobiliser quand même au moins 60 000 euros, par exemple. Et selon les banques, elles vont faire un montage, elles vont vous demander 25 000 euros d'apport dans le projet et 35 000 euros que vous allez investir sur des actions, des supports financiers, des fonds d'investissement qu'elles vont en général vous proposer. Et une fois investi cet argent, vous allez gagner des intérêts sur le fonds. À côté, elle va vous financer le projet, mais par contre, elle va nantir ces fonds-là. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas les retirer. Ça, selon les banques, en fait, ça varie à chaque fois. Vous pourrez arbitrer l'argent, donc le décaler d'un fonds ou d'un support financier à un autre, encore une fois avec plus ou moins de latitude selon les établissements. Voilà, donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut garder en tête au moins 30 à 35% d'apport ou d'argent mobilisable sur le projet. Je sais que c'est restrictif, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'elles vont vous demander. Et après, sur les taux d'emprunt, en règle générale, les taux, donc, de toute façon, aujourd'hui, les taux, on est tous un peu à la même enseigne. Les banques vont nous mettre à la limite du taux d'usure. Et même pour des résidents fiscaux français, moi, je viens de faire un projet et j'ai emprunté autour de 2% plus assurance. Donc, je finis autour de 2,5%. Voilà. Donc, pour vous le dire, ça va être à peu près entre 2,5% et 3%. Ça va être rehaussé à partir du 1er octobre. Donc, gardez en tête au moins 30 à 35% d'apport et environ 2,5 à 3% de taux d'emprunt sur 20 ans. Et oui, on a des partenaires spécialisés, donc ne pas hésiter à nous solliciter. Ça ne vous engage à rien et on pourra étudier votre dossier, faire le maximum pour vous aider dans ce projet. Ok, on peut continuer avec la présentation. Je vois vos questions. Je les poserai un petit peu plus tard. Alors, la fiscalité française, globalement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on a deux types de revenus locatifs quand on exploite un logement en location en France. Soit vous achetez un bien, si on le détient en direct. Là, je ne parle pas d'investissement à travers des sociétés. Imaginons le cas le plus simple, vous achetez un bien seul ou par exemple en couple et c'est votre nom sur l'acte authentique. Donc, vous achetez en nom propre. Si vous faites ça et que vous l'achetez et qu'ensuite vous le mettez en location, vous avez deux possibilités qui vont avoir un impact fiscal. Première possibilité, vous louez en location nue. Tout simplement, il n'y a pas de meubles. Donc, la location nue est encadrée, c'est des baux de 3 ans et qui vont se renouveler automatiquement. Et voilà, vous allez faire cette mise en location. Vous aurez donc des revenus fonciers. C'est la colonne de gauche. Deuxième possibilité, ce même appartement que vous avez acheté, vous l'avez acheté et vous dites, voilà, moi, comme j'ai écouté la conférence de French Morning avec Manuel, je vais le mettre en location meublée parce que je sais que c'est plus intéressant. Donc, vous, tout simplement, vous allez meubler l'appartement. Il y a une liste minimale qui est proposée par l'État. Moi, je vous conseille d'aller plus loin que le minimum. Vous trouverez facilement cette liste à respecter. Il faut mettre des couverts, une table, enfin que le locataire puisse venir s'installer, vivre dans le logement sans avoir à le meubler lui-même. Nous, on va toujours plus loin en matière de location meublée pour le confort, pour être compétitif sur le marché. Votre logement que vous avez meublé, l'objectif, c'est qu'il se distingue des autres logements meublés qui sont à louer et que le locataire le choisisse et puis que vous puissiez peut-être faire payer
plus cher parce que vous avez plus de services et des plus jolis meubles et une plus jolie déco. Ça, c'est le concept de ce qu'on propose. Ce qu'il faut retenir pour aller vraiment à l'essentiel, c'est qu'en location meublée, vous avez la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle des amortissements. Donc, vous allez amortir le bien. Bon, là, il faut avoir des notions comptables. Gardez en tête que si vous achetez un bien, mettons à 100 000 € pour faire un chiffre rond, vous allez pouvoir amortir presque la totalité du bien. Il y a une petite partie qu'on n'amortit pas parce qu'elle est liée au terrain. Mais sur 100 000, par exemple à Paris, vous allez amortir 85% du bien, donc 85 000 €. Ça veut dire quoi amortir? Ça veut dire que chaque année, pendant 25-30 ans, donc c'est le comptable qui va vous aider à le faire évidemment, vous allez diviser ces 85 000 € par 30 et chaque année, vous allez enlever une petite partie, donc ça fait à peu près 3 000 € par an, vous allez enlever, déduire des loyers imposables. Ensuite, vous allez amortir les travaux sur 20 ans. Donc chaque année, si vous faites 20 000 € de travaux, vous déduisez 1 000 € par an. Vous allez amortir les meubles sur 7 ans et vous allez en plus pouvoir passer en déficit immédiat à 100%, les frais de notaire et nos honoraires, ce qui fait que, en fait, vous allez encaisser des loyers en location meublée et vous allez déduire les amortissements, déduire les déficits que j'ai évoqués, frais de notaire et nos honoraires, et passer en charge les charges de copropriété, la taxe foncière, les frais de gestion éventuels, etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez payer un impôt, un pourcentage d'impôt, mais sur un résultat imposable de 0 €. Donc, sur 0 €, on va vous appliquer un taux d'impôt de 20% plus la CG-CRDS, donc de 37%, mais bon, 37% de 0 €. Alors voilà, quand je dis ça, on me dit souvent, Manuel, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai fini d'amortir? Donc, si vous achetez d'autres biens entre-temps, ça va venir se mélanger, entre guillemets, arriver dans la même poche. Donc, le nouveau bien que vous achetez et que vous mettez en location meublée va créer un nouveau déficit, un nouvel amortissement qui vont se mélanger avec votre ancien bien et qui vont gommer du revenu locatif imposable. C'est avec cette méthode-là très simple que nos clients, et moi aussi, sur la partie que j'ai en location meublée, vont échapper à l'impôt à court terme, en tout cas, puisque au bout on peut se dire que si je le garde de manière illimitée dans le temps, au bout de 20-25 ans, si je ne fais pas de nouveaux projets, je vais à un moment me mettre à payer des impôts. Mais en tout cas, on est bien d'accord que pendant toutes ces années-là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon le nombre de projets que vous faites, vous allez échapper à l'impôt sur les revenus locatifs, ce qui va vous permettre d'utiliser le loyer pour rembourser le crédit ou pour avoir du cash flow qui est dans votre poche. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant et ce n'est pas possible de le faire en location nue. En revenu foncier, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas amortir, on ne peut pas passer en déficit. Enfin, ce n'est pas le même déficit, il y a un déficit foncier qui existe, mais il est uniquement sur les travaux et il ne sera pas intéressant pour vous, non-résidents, puisqu'il vient s'imputer sur les revenus, enfin sur l'imposition sur les revenus, donc ça peut être intéressant éventuellement pour des résidents fiscaux français. Voilà, j'ai essayé de vous schématiser ces deux grands ensembles. Donc là, c'est quand on détient les biens en direct, donc en nom propre. On peut aussi investir à travers des sociétés et se protéger, entre guillemets, de l'impôt sur les sociétés, notamment les SCI à l'IS. Petit aparté, pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, on pourra peut-être le remettre dans le replay, mais j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube où j'explique des vidéos de fiscalité où j'en parle pendant des heures. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails là, mais si vous souhaitez aller plus loin, vous tapez Manuel Ravier Fiscalité dans YouTube et vous trouverez des vidéos où, si vous êtes curieux, vous pourrez aller plus dans le détail sur les charges qu'on peut déduire en LMNP, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions sur d'autres sujets. Okay. Mais il y en a une qui est pas mal d'Anissa. Pour les résidents au UK, les impôts se payent en France ou au UK? C'est une bonne question. Alors, je vais juste finir ça et après, j'y viens directement. Je finis juste ça parce que c'est dans la fin de mon propos. Les deux régimes que je vous conseille pour investir dans l'immobilier, en gros, si vous devez retenir quelque chose de très simple, c'est la location meublée, ce qu'on va appeler LMNP ou LMP. Il y a une petite distinction. Si vous passez un certain seuil et que vous devenez loueur meublé professionnel, au-delà de 23 000 € de revenus locatifs meublés en France, si vous êtes non-résident, vous devenez LMP. Et là, vous avez un peu plus d'impôts, notamment sur la revente, puisque en cas de revente future, dans le cas du LMP, on prend en compte les amortissements, ce qui n'est pas le cas en LMNP. Il y a d'autres subtilités, mais je suis obligé d'essayer d'aller à l'essentiel parce que la fiscalité, c'est long. Un autre régime qui est intéressant, je finirai peut-être là-dessus, c'est ce qu'on appelle la SCI avec l'option IS, l'option de l'impôt sur les sociétés. En France, l'impôt sur les sociétés, il est plutôt compétitif, il faut le dire, quand c'est le cas, puisqu'Emmanuel Macron a baissé son taux. On est très content en tant qu'entrepreneur.
on a une tranche à 15% d'IS jusqu'à 38 500 € de bénéfices. Donc là, ce n'est pas ce que vous allez encaisser en loyer, c'est loyer moins toutes les charges. Vous allez payer seulement 15%. Je le dis parce que c'est pour la France, en tout cas, c'est pas mal. Et au-delà de 38 000 € de bénéfices, si vous avez une très grosse SCI LIS et que vous avez beaucoup de bénéfices au bout de plusieurs années, vous avez le seuil au-delà des 38 000, vous passez sur un seuil à 25% de taux d'IS, ce qui avant était à 33 un tiers, donc on est avant les réformes d'Emmanuel Macron. Donc moi, ce que j'ai fait par exemple, pour illustrer mon propos, j'ai investi d'abord en location meublée, c'est ce que je vous conseille de faire. En détention en direct, quand on démarre, c'est le plus simple et c'est très bien. Et ensuite, quand vous souhaitez accélérer, vous pouvez constituer une SCI à l'IS, une ou plusieurs. Et c'est quelque chose qui est encore plus intéressant quand vous êtes chef d'entreprise parce que vous pouvez faire en sorte que votre SCI à l'IS soit détenue par vous en personne physique, par exemple moi, Manuel Ravier, et par une holding. Donc, elle est co-détenue par une personne physique et une holding, ce qui va permettre, par exemple, si je fais des bénéfices dans ma société, ici chez Investissement Locatif, de faire remonter mes bénéfices à la holding et de réemployer ces bénéfices en apport dans une SCI à l'IS. Voilà, c'est la petite aparté pour peut-être les entrepreneurs ou les indépendants qui ont des sociétés qui nous regardent et qui ont de la trésorerie là-haut ou dans leur société d'exploitation et qui veulent transformer de la trésorerie d'entreprise en patrimoine immobilier. Et à mon avis, vous devriez vraiment le faire parce que c'est sécurisant. Alors, pour répondre à la question de la fiscalité internationale, c'est-à-dire si vous êtes non-résident au UK et que vous investissez en France, eh bien, en cas d'investissement en France, vous allez être soumis, il y a une règle de non-double imposition. C'est-à-dire que vous allez être d'abord soumis à la fiscalité française. Or, en fiscalité française, comme je vous l'ai dit, en location meublée, vous n'allez pas payer d'impôts puisque vous allez pratiquer des amortissements et on n'a pas le même système au UK, malheureusement. Pour vous, par exemple, aux États-Unis, on a un système qui fonctionne aussi avec des amortissements, pas exactement le même qu'en France, mais qui est quand même très favorable. Au UK, vous allez être soumis aux impôts sur les revenus locatifs au UK également. Donc, vous allez devoir payer un complément d'impôt que vous n'avez pas payé en France au UK et qui peut être calculé aussi en fonction des revenus que vous avez et donc qui peut quand même chiffrer. Donc, c'est intéressant de le chiffrer avant avec un comptable UK et je sais que Romain et French Morning en ont. Si vous êtes au UK et que vous souhaitez justement vous mettre à l'abri de cet impôt qui peut être important en Angleterre, dans ces cas-là, peut-être que la SCI à l'IS peut être intéressante puisque vous vous abritez fiscalement au sein d'une entreprise à l'IS en France, ce qui fait qu'en fait, vous allez détenir une entreprise qui fait des profits au sein de l'entreprise, mais vous ne vous versez pas les profits à titre personnel. Donc, vous n'aurez pas cette imposition au UK. Vous laissez l'argent dans l'entreprise, donc dans la SCI à l'IS, par exemple, ce qui va vous permettre d'avoir un matelas de trésorerie, soit pour plus tard, quand vous en aurez besoin, peut-être pour votre retraite ou si vous avez des projets ou si vous revenez en France, soit à ce moment-là pour faire d'autres investissements immobiliers, faire grossir votre patrimoine et avoir plus d'inertie et plus de revenus locatifs et plus de patrimoine au sein de la SCIS. En sachant que le jour où vous souhaitez revendre des biens, profiter de cet argent qui est au sein de la SCI à l'IS, comme dans toute société, il faudra le sortir de la société. Il y a plusieurs façons de le faire, mais soit par du salaire, soit en étant avec un système qui peut être assimilé à du TNS. Bon, bref, vous allez subir en tout cas à ce moment-là une pression fiscale lors de la sortie des bénéfices de cette SCI à l'IS, mais ça vous aura permis pendant tout ce temps-là de développer un patrimoine et un outil d'enrichissement qui est très important au sein de la SCI à l'IS sans que ça vous pénalise à titre personnel pendant toutes ces années sur votre fiscalité. Moi, je vous conseille de créer de la valeur avec les travaux. On vous a mis une petite photo. Alors là, c'est extrême. On est dans le cas d'un immeuble qui était insalubre et qui donc a été acheté avec un prix énormément décoté parce qu'il nécessitait des travaux très importants. Mais voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de créer de la valeur toujours en se disant, d'autant plus dans une période où on a cette réforme des DPE et où on a ces sujets de passoire thermique, je profite de mon acquisition pour remettre à niveau mon bien, que ce soit un niveau visuel, d'optimisation de l'espace et bien évidemment un niveau énergétique. Je vous le dis, on a donc la société investissement-locatif.com qui peut vous aider à investir, vous l'avez compris, et à gérer toute la partie travaux avec nos architectes et nos architectes d'intérieur. Mais on a aussi lancé une filiale il y a 1 an de ça sur la partie travaux purs. C'est-à-dire que si vous avez des biens en France qui sont déjà loués, qui sont vides, des pieds-à-terre, dans cette filiale-là, on peut s'occuper uniquement de la partie travaux.
Ça s'appelle Reno. Le site, c'est simple, hein, c'est reno.fr, reno.fr. Vous verrez, et on a une super équipe là-dessus. On fait des résidences principales, des pieds-à-terre, on fait plein de choses différentes. Donc, si vous avez des biens que vous devez mettre à niveau, dont vous disposez déjà, on peut aussi vous accompagner là-dessus dans un certain nombre de villes. Rénover et meubler, donc ça permet, on l'a compris, de gommer des impôts quand on rénove. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir amortir ces travaux-là. Ça va vous permettre surtout d'être tranquille pendant de nombreuses années. Si au moment de l'achat, vous remettez à niveau le bien, vous allez être tranquille puisque vous avez un système de plomberie qui est neuf, un système électrique qui est neuf, une performance énergétique qui répond aux dernières normes. Et donc, non seulement vous créez de la valeur financière en prenant un bien vétuste et en le rénovant, vous créez de la valeur instantanément, il va valoir plus cher après travaux. Mais en plus de ça, si vous souhaitez l'exploiter, ce qu'on vous conseille en location, vous allez être tranquille par rapport à si vous aviez acheté un bien et que vous n'aviez pas fait de travaux. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité, avec les nouveaux DPE, des problèmes électriques, des problèmes de plomberie dans les prochaines années. Et là, il faudra payer sur vos fonds propres. Vous ne pourrez plus emprunter à ce moment-là, pas en tout cas dans les mêmes conditions, pour faire ces travaux. Pourquoi faire des locations meublées? Pourquoi meubler donc son bien? Je vous l'ai dit, pour la première raison, c'est une raison fiscale, d'intérêt fiscal. Mais le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte demande sur les locations meublées de longue durée ou de moyenne durée, de courte durée également. On peut vous livrer un bien qui s'adapte au Airbnb. Mais j'en parle un petit peu moins parce qu'effectivement, beaucoup de villes ont tendance à l'interdire. Mais on l'a vu avec l'exemple de Marseille, ce n'est pas le cas partout. On peut encore faire des rendements très élevés en courte durée en ayant un bien adapté. Et nous, c'est ce qu'on fait. On va vous dresser le bien avec nos architectes d'intérieur pour que ce soit un bien coup de cœur. Et on peut même aller encore plus loin si c'est de la courte durée. Il faut simplement nous le dire dès le début du projet. On pourra en faire encore plus sur la déco et apporter encore plus de confort et de décoration pour que les futurs locataires courte durée aient envie de réserver votre bien et de le payer plus cher. La méthode, là, c'est simplement un petit récap de ce qu'on propose et puis de ce que je vous conseille de faire, que vous le fassiez seul ou avec nous. Recherchez un bien qui va être une bonne affaire sur le marché, en général parce qu'il nécessite des travaux. Ça peut être une succession, un bien qui n'est pas habité depuis des années, des gens qui ont besoin de vendre parce que c'est une passoire thermique, par exemple. Alors, d'optimiser le plan, d'effectuer des travaux de rénovation complets sur le bien, en tout cas les travaux qui sont nécessaires, bien évidemment, meubler, décorer le bien, et ensuite, on peut vous proposer également la location-gestion. On fait tout ça en interne. Location-gestion, on gère 1500 lots, et l'objectif, c'est d'optimiser votre patrimoine et de vous accompagner dans la durée, non pas sur un seul projet, mais énormément de nos clients, si vous regardez nos avis clients, réitèrent en fait, puisque tant que la banque leur prête, tant qu'ils peuvent le faire, c'est quelque chose d'incroyable. On a un bien qui est acheté avec l'argent de la banque, en tout cas en grande partie, et un loyer qui est remboursé par le locataire et un patrimoine qui se développe. Et cette fois-ci, c'est bien le vôtre de patrimoine et ni celui du locataire, ni celui de la banque qui va se développer chaque mois sans effort. Et donc, c'est presque trop beau pour être vrai. On me dit parfois, mais ce que tu me dis, c'est trop beau pour être vrai. C'est pour ça que ceux qui ont compris achètent beaucoup de biens. On a des clients qui ont acheté jusqu'à 30 biens avec nous et qui continuent d'acheter tant que la banque les suit. Voilà. Donc, le nerf de la guerre, c'est d'avoir le financement et ensuite de faire les bons choix pour ne pas se planter dans les travaux, ne pas se planter dans les localisations. Et tout ça, on peut bien évidemment vous aider à le faire. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuitement. Voilà, je vais vous afficher juste là le QR code pour prendre un rendez-vous, puis je vais passer peut-être aux réponses aux questions. Parfait. Merci à tous de votre écoute. C'était très clair. Et comme tu l'as dit, le nerf de la guerre, c'est le financement. Et bien sûr, on a pas mal de questions. Donc là, je suis en train de tester le QR code. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a des rendez-vous à partir de maintenant. Vous avez même encore des rendez-vous encore ce soir de disponibles et demain. Donc, n'hésitez pas pour les questions un peu particulières. Alors, j'aime toujours donner la priorité aux gens qui lèvent la main. Comme ça, on entend votre voix. Alors, il y a Corinne qui a levé la main au tout début et je crois qu'elle avait une question pour toi. Alors, si Corinne, vous arrivez à activer votre micro, comme ça, vous pouvez poser votre question. On vous écoute. Vous m'entendez là? Bonjour Corinne, je vous entends. Très bien, bonsoir. Oui, moi, je souhaitais savoir, alors, déjà, moi, j'écoute parce que j'aurai de l'argent qui va se liquidifier d'ici 2-3 ans. Mais donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent. Et je voudrais savoir si on peut acheter à plusieurs aussi.
Est-ce que c'est possible d'acheter à plusieurs? Parce que bon, voilà, ce serait juste un investissement pour ma retraite, quoi. Alors, merci beaucoup pour la question. Bien sûr, on peut acheter à plusieurs, soit, comme je l'ai dit, quand on achète en nom propre à plusieurs, ça s'appelle de l'indivision, soit à travers une SCI. Les SCI sont idéales pour ça et les SCI sont aussi des véhicules de transmission. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser la SCI et faire ensuite, alors là, ça c'est un notaire qui pourra vous conseiller. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais vous pouvez avoir des mécanismes de transmission avec notamment du démembrement. De démembrement et transmettre justement de la nue propriété par exemple à vos enfants, si c'est votre souhait plus tard, et conserver un usufruit, donc conserver les loyers par exemple, mais commencer à donner une partie du patrimoine parce qu'il y a des abattements. Je parle de ça parce qu'il y a des abattements qui sont tous les 15 ans. Ça va peut-être bouger d'ailleurs avec la réélection de Macron parce que ça faisait partie de son programme, je crois. Mais on a un système en France qui est pas simple, hein, comme pour tout en matière de succession. Et donc, ça peut être intéressant d'anticiper au maximum, même quand on est jeune, et de se dire, si j'ai des enfants, je commence à donner assez tôt pour pouvoir bénéficier des paliers. Les paliers sont par personne qui donne. Donc, si par exemple on a un couple, chaque personne peut donner 100 000 euros à chaque enfant. Donc, si j'ai 2 enfants et qu'on est 2, par exemple, ce qui est mon cas dans ma famille, on pourrait donner 200 000 euros par enfant, donc 400 000 tous les 15 ans. Donc, avec la nue propriété, ça me permet de donner des parts, soit de la SCI directement, et de conserver les loyers entrants et de donner ces parts-là qui vont être valorisées de manière moins importante, évidemment, que si je donnais la pleine propriété. J'espère avoir été clair, Corinne, mais oui, on peut investir à plusieurs. Parfait. Alors, il y a Alexis qui nous demande s'il peut avoir le recording du webinaire. Tous les webinaires de French Morning sont enregistrés. Ils sont aussi en live sur Facebook. Donc, dès qu'on arrête ce live, il y aura le live sur le Facebook de French Morning London. Et puis, si vous êtes abonné à la newsletter de French Morning London, vous aurez dans la prochaine newsletter le replay qui sera là. Et si jamais vous y arrivez toujours pas à le récupérer, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à n'importe qui chez French Morning et on vous répondra. Il y a des gens qui demandaient s'ils pouvaient aussi avoir les slides. Je pense qu'on les aura. Je vous mets mon mail voilà. d'ailleurs dans et le puis, chat. Je vous ai mis mon mail dans le chat, hein, si ça peut aider certains, même si vous avez des questions après, j'y répondrai avec plaisir. Donc MR, mes initiales, mr@investissement-locatif.com. Voilà, vous avez de la chance, Manuel met rarement son email sur un webinaire. Il gère juste 200 employés. Je suis de bonne humeur donc, il est de bonne humeur aujourd'hui, voilà. Donc, vous avez même son mail. Alors, est-ce qu'on peut contacter Renault pour leur demander de transformer en non-passoire thermique un bien? Bien sûr, on fait ça régulièrement, hein. Renault va intervenir. Donc, je vais vous mettre aussi le mail de la personne qui pourra vous aider chez Renault, donc à faire. Mais Renault, donc c'est mathieu@renault.fr. Renault, en fait, fait des travaux au sens large. On est capable de faire, pour vous dire, on est en train de faire une surélévation d'immeuble à Cannes pour un budget d'1 million d'euros de travaux. Donc, c'est des travaux très, très lourds qui incluent des travaux de gros œuvres dans ce projet-là. Donc, on est vraiment capable de couvrir toute la chaîne de travaux et aussi des petits travaux uniquement de mise à niveau énergétique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va être quoi? Ça va être de l'isolation des murs déperditifs, ça va être éventuellement changer des fenêtres, ça va être installer une VMCI gros B, principalement ces choses-là en fait. Et après, on va surtout regarder le diagnostic initial et ce qui est conseillé de faire, puisque encore une fois, si vous avez un logement où vous vous dites est-ce que c'est une passoire thermique ou pas, il suffit de faire un diagnostic, on peut vous accompagner aussi là-dessus, avec un diagnostiqueur classique. Et à partir du diagnostic, on fait un audit de ce qu'il faut rénover. Et à partir de là, on le fait chiffrer et on suit pour vous, bien évidemment, tous les travaux. On a une question aussi de Menjeziali qui nous demande quelles sont les tendances pour les plus petites villes étudiantes, Dijon, Orléans, Rennes. As-tu des infos là-dessus, Manu? Alors, attends, juste un truc avant. On me dit que dans le chat, qu'on ne voit pas les adresses email sur le chat. Est-ce que vous voyez bien les adresses email sur le chat, si vous pouvez me dire? Normalement, on les voit. T'en fais pas, je vais les Non. recopier-coller. Parce qu'on les voit pas. T'inquiète pas, je vais les recopier-coller.
Pas de Ça souci. marche. Alors, quelle est la tendance pour les petites villes étudiantes? Avec l'effet Covid, on voit que les villes de province ont eu tendance à augmenter en termes de prix au mètre carré. Elles ont gagné globalement en attractivité. Ça va dépendre, c'est du cas par cas. Les villes étudiantes, globalement, c'est des villes où il n'y a aucun problème pour investir. Je vous conseillerais juste, quand vous êtes dans des petites villes, déjà d'être accompagné par des gens qui les maîtrisent. Donc, pas forcément nous, hein. Par exemple, Dijon, on n'y est pas forcément. Mais donc, essayez toujours de faire un petit benchmark en appelant 3 agences, des agences, des agences immobilières classiques de la ville, en essayant de leur demander quelles sont les zones et en leur disant je voudrais acheter un bien et vous le confier en gestion. Quelles sont les zones que vous me conseillez pour bénéficier de conseils gratuits? Ça vous prendra 20 minutes de passer 3 appels et ça peut vous éclairer sur la dynamique en matière de location au sein de la ville. Et globalement, les villes étudiantes, si vous respectez soit d'investir dans le centre-ville, soit d'investir dans les quartiers proches des établissements scolaires, dans la limite où certains quartiers peuvent ne pas être terribles dans certaines villes, malgré le fait qu'ils soient proches des établissements scolaires. Si vous respectez ça, ou un accès direct au centre ou aux universités, il n'y a aucun sujet pour louer, en règle générale. Donc non, il n'y a pas de no-go sur des villes de plus petite taille, hein. Vous allez avoir des rendements plus attractifs. Simplement, vous aurez peut-être une liquidité un petit peu moins grande que dans des villes, que dans les plus grandes villes françaises. Parfait. Manuel, est-ce que tu peux un petit peu rassurer Michel sur… il nous dit je réside à Londres et j'ai contacté ma banque en France. Elle m'a annoncé qu'il donne plus de prêts en ce moment et le taux a beaucoup augmenté. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, le financement? Ouais, alors pour être honnête, il y a eu un changement de paradigme. Là, c'est le cas de le dire sur le financement. Il y a 2-3 ans, n'importe qui pouvait emprunter, n'importe quoi. C'était même allé trop loin. Enfin, quand je dis trop loin, tant mieux, hein. Tous les investisseurs en ont bénéficié. Moi, je voyais sur des groupes Facebook des fois, des Français en l'occurrence résidant en France, qui gagnaient, j'exagère, mais qui gagnaient le SMIC et qui empruntaient 1 million d'euros à la banque. Et réellement, c'est des cas que je voyais. Et même parfois, j'étais dans des réunions d'investisseurs et je me disais, waouh, tant mieux pour lui qu'il ait pu emprunter autant, mais est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que quand on gagne le SMIC, on a les moyens en cas de pépin, parce que l'immobilier, ça peut être aussi des coûts. Est-ce qu'on va avoir les moyens de faire face, par exemple, à un éventuel impayé de loyer? Alors, on peut se garantir contre les impayés avec des assurances loyers impayés, mais est-ce qu'on va avoir les moyens demain de rénover son bien, d'entretenir son parc? Il y a une vraie question par rapport à ça. Et en tout cas, le gouvernement a estimé que certains pouvaient se mettre en risque et que donc il fallait respecter des règles un petit peu plus drastiques. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, c'est plus compliqué déjà pour ça d'emprunter. Ensuite, sur la partie taux, oui, aujourd'hui, on est passé de taux à 1% sur 20 ans. Il y a 9 mois, on était à 1% sur 20 ans et on est aujourd'hui à 2%. Bon. Alors, on me dit, Emmanuel, on m'assassine, 2% sur 20 ans, c'est énorme. Bon, quand je parle avec des copains américains ou des professionnels de l'immobilier qui sont aux États-Unis, ils me disent, mais Manuel, mais 2%, c'est incroyable, on est à 6%, nous, voire plus. Alors, c'est peut-être plus compliqué aux États-Unis sur les systèmes de notation. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste des taux qui sont excessivement bas, même pour les Français. C'est-à-dire que mes parents, alors là, je vais remonter il y a très longtemps, en 86, ils ont emprunté, je crois, à 14%. Et sans aller aussi loin, si on regarde il y a 5 ans, il y a 10 ans, 2% aurait été un excellent taux. Tout le monde se serait jeté dessus, aurait supplié pour avoir ce taux. Donc, en fait, c'est relatif. Il faut simplement intégrer, quand on est un investisseur, que maintenant, c'est comme ça, l'argent est plus cher et il sera encore plus cher demain. Donc, c'est peut-être une raison pour vous de passer à l'action plus rapidement. Mais oui, c'est comme ça. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça ne fait pas plaisir. Hein, je préférais que ce soit 1%. Mais ce n'est pas grave parce que si on a des projets rentables, on a une inflation, on a des loyers qui se revalorisent et on s'enrichit énormément toujours avec l'immobilier. Et on s'enrichira encore plus en période d'inflation. Il faut accepter d'emprunter plus cher. Et après, sur la question de la faisabilité, on est sur une période pareille qui est chahutée avec la guerre en Ukraine, l'inflation. Et effectivement, il y a eu des moments depuis quelques mois où certaines banques ont dit nous, on freine fortement le crédit, mais ce n'est pas écrit dans le marbre. Les banques ont besoin de prêter, elles ont besoin d'acquérir des clients et ça passe par là. Donc, il y a encore des établissements qui prêtent. Et si vous avez eu peut-être un no-go de votre banque il y a une semaine, quelques mois, sachez qu'avec la hausse du taux d'usure, on va pouvoir à nouveau accélérer les financements. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et à passer aussi par des courtiers qui vont se battre pour vos dossiers.
Voilà, donc pas hésiter à aller parler à d'autres banques que votre banque familiale avec laquelle vous êtes peut-être en relation depuis très longtemps. Ou écrivez-nous, hein, Euh, on vous conseillera des gens qui pourront, alors, on n'est pas magicien, hein, mais qui se battront en tout cas sur vos dossiers et qui chercheront des solutions et qui ont l'habitude de ça. je sais que Manuel a des brokers, des courtiers qui financent en ce moment des résidents Bien sûr. UK sans problème. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Son email, je l'ai remis, donc tout le monde peut le voir dans le chat. Et puis, pour ceux qui ont pu, j'ai coupé le partage d'écran, mais si jamais vous souhaitez qu'on... De toute façon, j'ai mis le lien du QR code dans le chat. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec l'équipe de Manuel. On avait d'autres questions. On va devoir clôturer assez rapidement. Béatrice nous demandait, est-ce que si on détient le bien en SCI, on peut quand même y vivre temporairement ou c'est totalement interdit? C'est compliqué. C'est que oui, en théorie, on peut, mais dans la limite, en théorie, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'en théorie, il faudrait que vous soyez client de la SCI. Si c'est une SCI à l'IS, et c'est pour ça que je dis en théorie, on peut, mais on ne peut pas. Si c'est une SCI à l'IR, c'est différent d'une SCI à l'IS. Globalement, dans une SCI à l'IS, il faudrait payer un loyer. Moi, par exemple, ma résidence principale, j'en avais parlé, mais je n'étais pas forcément finançable en perso parce que je n'avais pas forcément les moyens d'acheter une résidence principale de ce type. J'ai une résidence principale que j'ai payée environ 1,5 million à Paris il y a 3 ans. Et donc, pour moi, c'était un montant que je n'aurais pas pu payer seul. Donc, j'ai fait un montage avec ma holding de manière à pouvoir être finalement locataire d'une SCI à l'IS. Donc, je ne suis pas propriétaire en direct. Donc, j'ai une SCI à l'IS qui possède mon appartement, ma résidence principale. Et moi-même, Manuel Ravier, je suis locataire de cette SCI à l'IS qui me permet tout simplement de choisir un loyer qui est mesuré. Globalement, j'ai un crédit de 7 000 et j'ai un loyer de 4 000, un tout petit peu plus. Loyer qui doit être validé dans ces cas-là, il faut être prudent là-dessus, par plusieurs agences dans le quartier. Bien évidemment, on peut quand même se mettre en fourchette basse, mais ça va vous permettre d'avoir un loyer peut-être plus faible, mais le loyer va quand même devoir être payé à la SCI à l'IS. Si on est en SCI à l'IR, c'est un petit peu différent et on peut dans certains cas, vivre dans le bien. Il faut voir encore une fois avec qui vous faites la SCI, puisque si vous faites une SCI, il faudra au moins être deux. Une SCI ne peut pas être faite avec une seule personne, donc il faut que personne ne soit lésé non plus. Et puis, si vous achetez un crédit, de toute façon, vous aurez un crédit à rembourser par la SCI. Donc, à ce moment-là, il faudra bien qu'il y ait des loyers qui rentrent. Donc, voilà. Après, on peut aussi imaginer que si vous vivez, par exemple, au UK, vous voulez profiter de votre bien quand vous revenez en France et le mettre en location mid-term ou short-term le reste du temps, si tant est que ce soit possible selon la ville. Dans ces cas-là, vous pouvez habiter dedans. On ne va pas venir vous embêter parce que vous habitez en courte durée dans votre bien. Et là, vous pouvez dans ces cas-là profiter de votre bien et il est loué le reste du temps quand vous n'en bénéficiez pas à titre personnel. Allez, on va prendre la dernière question de Joe et puis on clôturera là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Manuel. Vous avez le lien dans le chat. C'est question de Joe. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte pour l'achat d'immeubles, surtout au niveau de la compétition, du type d'investissement professionnel, donc, dans la région, je suppose, voire de family office? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question de la compétition de quoi sur les produits, c'est-à-dire de comment trouver les produits les plus rentables. C'est ça la question? Parce que je ne la vois pas en fait s'afficher. Elle est dans le Attends, Q&A. Ou QNR si tu as ton Zoom en français. Niveau de la compétition, de type d'investissement professionnel et family office. Non, Joe, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez alors la poser les en investissements. Pardon. Les investissements professionnels, en fait, nous, notre réseau vous permet de bénéficier. Pour vous dire, on a même des conseillers en gestion de patrimoine, des family office qui nous demandent de leur trouver des pépites. Donc, pour vous dire, je le dis avec humilité, on a une équipe qui a un réseau de dingue. On source des affaires pour nos clients et testez-nous, quoi. Je ne peux pas dire mieux, mais pour vous dire, oui, non, les family office et les CGP, c'est plus nos clients, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui les alimentons. Eux n'ont pas le réseau
Pour aller sourcer des biens toute la journée, il faut tout simplement des humains qui soient sur le terrain, qui soient de l'immobilier, qui soient formés. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Donc, voilà, si ça peut répondre à la question, la compétition, elle existe, elle est forte sur les biens intéressants. Et il faut d'autant plus des stratégies, il faut être réactif, il faut avoir validé en amont son financement. Et tout ça, on le fait ensemble avant de lancer un projet. Et ensuite, il faut être capable de réagir vite et puis d'analyser vite les projets, les marchés. Et ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, on est là pour vous accompagner. Allez, ça y est, on va clôturer là. Merci Manuel d'avoir pris le temps ce soir avec nous. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont d'autres questions, vous n'hésitez pas à aller en direct vers Manuel. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on a des rendez-vous tous les mardis. Donc n'hésitez pas à regarder la suite du programme dans la newsletter de French Morning. Voilà, il y a Cynthia qui te remercie et qui dit que c'était très intéressant. Super, avec plaisir Cynthia. Allez, bonne soirée et à bientôt sur French Morning. Au revoir. Bonjour à tous.